Bonjour et bienvenue dans le podcast thématique historique du mois, thématique qu'on m'a demandé plusieurs fois, et donc, écoutez, j'avais décidé au printemps de faire au moins une femme, je vais en faire deux, puisque le mois prochain c'est Lucrèce Borgia, voilà. Donc, des femmes, oui. Alors quand on me dit qu'il n'y avait pas de femmes puissante et influente dans le Moyen-Âge ou avant notre époque, ça me fait bassement rire. Alors, Catherine de Médicis, je vais d'abord faire un résumé de sa vie, comme ça les personnes qui n'ont pas envie d'avoir tout le déroulé de ce que je vais dire après pourront s'arrêter juste après le déroulé et la bibliographie. Sinon, écoutez, je vais essayer de vous détailler sa vie vraiment le plus possible, y compris toutes les ramifications qui ont été faites après, puisque c'est une personnalité qui a inspiré énormément de choses, alors des légendes, bien sûr, mais aussi au point de vue des arts, puisqu'il y a eu des livres, il y a eu des romans, il y a eu des films, il y a eu des pièces de théâtre, bref, c'est quand même une femme qui a inspiré très très largement l'art en général. Donc écoutez, on s'attaque à madame, parce que là, on peut plus l'appeler mademoiselle, vu la taille, madame Catherine de Médicis. Alors, elle est issue en fait, en gros, d'une grande famille toscane, des Médicis, et on la connaît surtout parce qu'elle va épouser le futur Henri II, et qu'à sa mort prématurée de Henri II, bien sûr, elle va devenir régente du royaume pendant la jeunesse de ses fils et futurs rois de France, que vont être notamment François II et Charles IX. Alors, Catherine de Médicis, en fait, est née à Florence en 1519 dans une famille de banquiers qui gouvernent la ville de Florence, les Médicis, qui sont des figures très importantes de l'époque, puisqu'ils ont donné notamment 2 papes à la chrétienté, qu'ils ont fait de la ville de Florence le berceau de l'humanisme et de la renaissance artistique. Et c'est donc un héritage culturel intellectuel aussi que Catherine va adopter très vite et qu'elle va apporter à Paris quand elle va y arriver à l'âge de 14 ans pour épouser le second fils de François Ier, donc Henri. Ce mariage, qui se déroule en 1533, vient concrétiser la volonté du pape Clément VII, donc un Médicis, de se rapprocher de la France et donc de celle de François Ier pour s'assurer d'avoir un allié pour les prochaines et les guerres italiennes en cours. Alors, Henri n'était pas destiné à régner, il peut donc épouser qui il veut, y compris cette fille de banquier, et d'autant plus, on le dit tout de suite, que mademoiselle Catherine de Médicis arrive avec une dot colossale pour l'époque. Mais en 1536, le frère aîné de Henri meurt, et donc Catherine devient l'épouse du dauphin, donc du futur roi de France. Elle donne finalement naissance presque 11 ans après à un premier fils en 1544, ce qui lui évite d'ailleurs la répudiation, la dot n'ayant pas été payée et le fait qu'une certaine maîtresse, Diane de Poitiers, on va dire, hante les couloirs et le cœur de son mari. Alors, à la suite de la mort de François Ier, donc en 1547, Henri devient Henri II, roi de France. Dotée d'une brillante intelligence, Catherine, elle, acquiert tout de suite une grande autorité à la cour. Ceci, bien sûr, en dépit de la favorite Diane de Poitiers, qui règne, elle, sans partage sur le roi et tous les autres petites cours. Et ces 2 femmes vont se retrouver en conflit ouvert, vous m'étonnez. C'est ainsi qu'elle assure à un moment donné la régence, Catherine, de tout le royaume pendant les absences du roi, qui poursuit, lui toujours sa guerre contre les Habsbourg. Et elle effectue à cette occasion l'apprentissage de l'exercice du pouvoir d'une manière assez facile et on va dire très intelligente. En juillet 1559, Henri II meurt, laisse le trône à son fils François II, qui est âgé de 14 ans, qui meurt, lui, en décembre 1560.
Charles IX lui succède, il a 10 ans, il est donc mineur et Catherine devient gouvernante de France. Le roi confirme le rôle éminent de sa mère après sa majorité en 1563. À l'avènement d'Henri III, donc en 1574, elle perd son pouvoir, mais reste la conseillère privilégiée de son fils, qui la charge de missions importantes, notamment de diplomatie et de conciliation. Jusqu'à sa mort en 1589, elle est étroitement mêlée à la vie politique du royaume, œuvrant toujours inlassablement et incessamment pour le bien du pays, pris dans la tourmente des guerres de religion et le maintien de ses enfants, surtout sur le trône. Alors, Catherine et les guerres de religion, c'est un grand débat. Henri II mène une politique résolument conservatrice sur le plan religieux, punissant sévèrement les actes d'hérésie. Toutefois, constatant l'échec d'une politique seulement répressive, il adoucit la sévérité de la loi pour trouver une issue au conflit. Sa mère, accédant au pouvoir et formée bien sûr par l'humanisme florentin dans son enfance, sa femme, s'engage tout d'abord dans la voie de la conciliation et provoque un colloque de Poissy en 1561 dans le but de réconcilier catholiques et protestants. Et elle envisage, réflexion très moderne pour l'époque, d'autoriser la pratique des deux religions dans le royaume. Les Allemands à Augsbourg en 1555 n'étaient pas allés jusque-là, et c'est un échec. Dès lors, Catherine s'efforce de maintenir l'équilibre entre les factions, toujours sous, bien sûr, la houlette de son mari, et elle va essayer de réconcilier plus ou moins les factions et surtout les chefs. D'un côté, vous avez les Guises, qui sont catholiques, et de l'autre côté, les Montmorency, Châtillon et Navarre, qui sont protestants. Les hostilités sont ouvertes en 1562 par le massacre des protestants à Vassy, et ça s'achève en 1598 après la mort donc de Catherine. De manière générale, Catherine de Médicis s'évertue à maintenir l'équilibre entre les deux parties. Néanmoins, les excès des protestants l'entraînent peu à peu vers un soutien plus marqué, malheureusement aux Guises. La surprise de Meaux, épisode qui a vu les protestants tenter de s'emparer du roi en 1567, provoque la fureur de la reine et la deuxième guerre de religion. Mais elle est toujours enclin à pardonner et à faire en sorte que les traités de paix s'accordent et accordent aux protestants plus que ce que les catholiques sont prêts à lui céder. Afin de réconcilier les adversaires, elle organise les noces de sa fille Marguerite de Valois avec le protestant Henri de Navarre. Cela a conduit, comme on le sait, au massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1574. Alors les historiens ont longtemps accusé Catherine d'avoir organisé ce guet-apens. Aujourd'hui, la responsabilité serait plutôt attribuée aux Guises, organisateurs d'ailleurs de l'attentat contre l'amiral de Coligny, qui a dégénéré après en massacre du fait du peuple de Paris et qui s'est propagé carrément à la province. Catherine aurait, on bien dit conditionnel, aurait tenté de s'opposer au massacre, la position de Charles IX n'étant pas véritablement claire. Est-ce qu'il a été clair une fois dans sa vie celui-là? Bref, sous le règne de Henri III, elle continue de voyager à travers la France dans les missions de pacification et elle part d'ailleurs dans le Midi en août 1578 jusqu'en février 1579 et parvient à obtenir des belligérants une espèce de trêve qui dure jusqu'en 1584. Mais Catherine n'a pas été seulement une femme politique, elle a aussi apporté d'Italie le renouveau artistique et le goût de la Renaissance. Au-delà de l'anecdote selon laquelle elle a fait découvrir la fourchette à la cour de France, elle est surtout un grand mécène. On va dire qu'elle évoque tous ces gens, beaucoup d'artistes ont bénéficié de son patronage, notamment par exemple Ronsard, mais les châteaux par exemple de Fontainebleau, de Chenonceau, de Monceau, ou encore l'hôtel de la Reine à Paris, qui a disparu désormais, sont construits et agrandis par ses soins. Elle continue toujours à insuffler d'ailleurs petit à petit pendant son présence en France la Renaissance italienne, l'esprit de cette Renaissance italienne sur la France, et contribue ainsi à l'œuvre de François Ier puis de Henri II.
grande politique, fin diplomate, elle a usé de son pouvoir, bien sûr, pour pacifier le royaume. Elle a été mal aimée de son vivant, souffrant de la réputation qu'on lui avait faite au XIXe siècle notamment, après, on va dire que Alexandre Dumas et Jules Michelet, qui l'appelait l'immonde Jézabel, n'aient accentué cette espèce de réputation sulfureuse qu'on lui donne encore. Elle doit quand même être considérée avec la bienveillance qui est due à celle qui a essayé de protéger surtout ses enfants, toujours protéger le trône de France et ses enfants, les rois légitimes, et aussi d'avoir essayé d'imposer la paix au royaume et de, bien sûr, développer les arts dans le pays, arts pour lesquels nous sommes encore, on va dire, encensés dans le monde entier. Alors, dans les biographies que vous pouvez lire, il y a bien sûr celle de Catherine de Médicis, qui s'appelle Catherine de Médicis, de Céline Borrello, qui est parue en 2021 à la presse universitaire de France, PUF. Ensuite, vous avez Catherine de Médicis, Le destin d'une reine, chez Talandier en 2007, de Ivan Klouklas. Vous avez bien sûr La Reine Margot, si vous voulez un roman, mais alors je rappelle, roman de Alexandre Dumas, qui ne la peint pas dans les meilleures dispositions, ou alors Catherine de Médicis chez Perrin en 2003 de Jean-François Soulnon. Alors tout ce qui va suivre a été récupéré dans Universalis, dans les livres susvisés, et aussi sur Gallica, et sur Historia, enfin pas sur le site de Historia, mais sur des livres, enfin, les magazines Historia, qui avaient plusieurs fois fait des articles sur Catherine de Médicis que j'avais, donc voilà, j'ai compulsé et on va essayer de faire un peu quelque chose de un peu plus long mais plus développé. Alors ceux qui en ont déjà marre de Catherine de Médicis, eh bien merci d'avoir suivi ce petit résumé. Pour ceux qui ont vraiment envie d'écouter et de continuer à en savoir un peu plus, sachant que je vais redétailler plus précisément la vie de Catherine dans les grandes largeurs de sa naissance jusqu'à sa mort et au-delà, et que vous avez un PDF qui est accessible sur le Drive avec le lien qui est dessous, où vous pouvez aller voir quelques illustrations, alors que ce soit des tableaux, que ce soit des livres, que ce soit des portraits, des gravures, etc. Et la version imagée sera sur YouTube, comme d'habitude, évidemment, pour que vous puissiez écouter tout en regardant si ça vous intéresse. Alors, Catherine de Médicis est donc née le 13 avril 1519 à Florence, qui était la République florentine à l'époque, sous le nom de Caterina Maria Romala di Lorenzo de Médicis. Et donc, elle est morte à Blois le 5 janvier 1589. Elle est la fille de Laurent II de Médicis, qui était le duc d'Urbino, et de Madeleine de la Tour d'Auvergne. Elle a grandi donc en Italie, d'où était originaire son père. Et à la mort de ses parents, elle va hériter du titre de duchesse d'Urbino et de comtesse de Larragé, puis de celle de comtesse d'Auvergne à la mort de sa tante Anne d'Auvergne qui meurt en 1524. Je dois vous dire que madame est richement dotée. Par son mariage avec le futur Henri II, elle va devenir d'abord dauphine et duchesse de Bretagne entre 1536 et 1547, puis reine de France bien sûr entre 1547 et 1559 quand ses fils montent sur le trône. Elle est mère des rois François II, des rois Charles IX, des Henri III, et elle est aussi mère de reine, puisqu'en fait sa fille Élisabeth va devenir reine d'Espagne, l'autre fille Marguerite, dite Margot, qui va épouser le futur Henri IV, va devenir reine bien sûr, et de Claude, qui est duchesse de Lorraine et de Bar, mais qui va gouverner la France en tant que reine mère et régente entre 1560 et 1563. Catherine de Médicis est une grande figure du XVIe siècle et surtout du royaume de France. Alors son nom est irrémédiablement attaché aux guerres de religion, bien sûr, qui opposaient à cette époque-là en France et ailleurs les catholiques et les protestants. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une légende. Il y a une légende noire
qui persiste, d'ailleurs qui s'appelle la légende noire, qui persiste à la dépeindre comme en fait une femme jalouse de pouvoir, avide, acariâtre, ne reculant devant aucun complot, aucun crime pour conserver son influence et notamment l'influence de ses enfants. Alors il y a une tendance parmi les historiens, dans les historiographies, qui tend à réhabiliter cette femme en tant que reine, régente, qui en fait a usé de son influence grande, des deux côtés des Alpes, pour essayer de faire en sorte que la période de ce XVIe siècle, qui était complexe et très troublée, soit plus apaisée. Alors, dès le début, elle est assez partisane d'une politique de conciliation. Elle est même d'ailleurs l'instauratrice en France de la liberté de conscience pour les protestants et a été de nombreuses fois tentée de faire accepter ce concept de la tolérance, mais civique cette fois-ci, un peu plus compliqué. Avec l'édit de janvier 1562, elle va tenter d'instaurer la liberté de culte, mais elle ne va pas parvenir à empêcher le déclenchement des hostilités. Parce que après la prise de Meaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, la surprise de Meaux en 1567, et sa fermeté et sa méfiance envers ces protestants-là vont se renforcer. Alors son rôle supposé dans le massacre de la Saint-Barthélemy, je vous le dis toujours, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours controversé. Donc, on va attaquer la biographie de Mademoiselle et surtout sa jeunesse, bien sûr, l'héritier et l'héritière des Médicis et ensuite la femme de Henri, puis la mère des rois et la régente, évidemment. Alors, comme elle est née à Florence, elle se retrouve assez vite orpheline puisque sa mère meurt quelques jours après l'avoir mise au monde et son père 3 semaines plus tard de la syphilis. Elle est orpheline très jeune, quasiment bébé. Et elle est prise en charge tout de suite par sa grand-mère paternelle qui s'appelle Alfonsina Orsini. Puis elle est placée sous la tutelle de sa tante paternelle, Clarisse de Médicis, et de la cousine germaine de son père, donc sa grande cousine si vous voulez, qui s'appelle Maria Salviati, qui est donc la mère de son cousin en deuxième, qui est le futur duc de Côme. Elle va devenir donc l'unique héritière de la fortune des Médicis et prend à ce titre-là, donc le titre, c'est le cas de le dire, de duchesse d'Urbino, qui lui vaut d'ailleurs son surnom de Duchessina, donc petite duchesse, de la part de tous les Florentins. Alors, les Médicis, on le sait, ont joué un rôle important durant l'emphase de Catherine. Elle va bénéficier de la protection de son grand-oncle, qui n'est autre que le pape Léon X, puis de celui de Clément VII, l'autre pape, un de ses cousins, qui va être élu, lui, pape en 1523, et qui va la loger carrément dans le palais Médicis-Ricardi à Florence, qui est une pure merveille. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je retrouve la photo que j'ai prise de la galerie. C'est pas la galerie des glaces, mais alors une galerie d'une splendeur absolue. Vraiment, c'est un des plus jolis palais que j'ai vu à Florence. Alors, l'enfance de Catherine est assez perturbée, notamment par la guerre que se livre donc son cousin et pape Clément VII avec l'empereur Charles Quint. Les républicains florentins profitent de la défaite du pape et du désordre qui va régner à Rome assez rapidement pour se révolter contre les Médicis et prendre le contrôle de la ville. Alors en 1529, Catherine est prise en otage par les républicains qui menacent d'ailleurs à l'époque de la tuer et plus si affinité de la violer, quand les troupes de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, donc Charles Quint, mettent place le siège de la ville. Catherine n'a que 10 ans et elle restera d'ailleurs marquée toute sa vie par cette cruauté politique de ce conflit. Alors pour la protéger, on la place dans différents cours au vent, on la déplace régulièrement. Par souci de sécurité, on va lui faire prendre l'habit de nonne. Et une fois que la ville de Florence va être soumise au pouvoir du pape et de l'empereur, Catherine va être ramenée à Rome, au Vatican. Enfin, elle va être amenée à Rome, au Vatican, où elle va désormais grandir aux côtés de Clément VII.
Alors, elle y reçoit à ce moment-là une éducation très soignée. Elle bénéficie d'une culture raffinée. On lui apprend l'humanisme, le néoplatonisme. Elle va quitter donc l'Italie en 1533, lorsque le pape va faire une alliance avec le roi de France, François Ier, qui prévoit de la marier à l'un de ses fils cadets, Henri, qui est duc d'Orléans, afin en fait de contrecarrer l'influence à Rome de Charles Quint. Oui, vous savez que Charles Quint, François Ier, ça n'allait pas des masses. Bon. Alors, en tant qu'unique héritière de la branche aînée des Médicis, et avec un oncle pape, inutile de vous dire que Catherine représente un grand parti pour François Ier, notamment dans le contexte de ses guerres d'Italie. Mais, on va le dire, seules les filles d'empereurs et de rois sont considérées d'être dignes d'être devenir reine de France. Donc on ne la prend pas pour le roi, le futur roi, mais on attend un meilleur parti pour le dauphin François III, pardon, de Bretagne. Alors, il décide, au lieu de la marier avec François, de la marier avec Henri, qui lui n'est absolument pas destiné à régner. Et donc, la voilà qui quitte Florence le 1er septembre 1533 et qui va rejoindre la France à bord de la galère du pape. Elle apporte avec elle une dot de 100 000 écus, ce qui est considérable, écus d'argent, 28 000 écus de bijoux, ce qui lui vaut, d'ailleurs de la part des courtisans un peu persifleurs quand même, sur les bords, le surnom de la banquière ou carrément la fille des marchands, ce qui est quand même un peu plus péjoratif. Alors son mariage a lieu en grande pompe, en présence du pape, le 28 octobre 1533 à Marseille. Elle est venue, elle est venue bien sûr avec la galère du pape, mais lui il est venu s'entretenir avec le roi pour lui remettre en gros la main de Catherine directement, plus simple comme ça. Il signe bien sûr un contrat de mariage qui est aussi un traité d'alliance qui prévoit que le pape aide François Ier à conquérir le duché de Milan et de Gênes en échange, bien sûr, du mariage. Alors, après le mariage, le couple se rend dans la chambre nuptiale, remplir ses devoirs conjugaux, suivi, évidemment, par le roi, qui reste carrément, jusqu'à la consommation du mariage. Super. Oh, ça devait être sympa cette époque-là. Alors s'ensuivent des festivités somptueuses qui vont durer des semaines entières. Inutile de vous dire que le royaume, tout va bien. Bon. Simplement, après la mort de Clément VII, le pape Paul III rompt le traité d'alliance et refuse carrément de payer la dot à François Ier, la dot de Catherine, qui se lamente en ces termes, François Ier qui déclare « J'ai eu la fille toute nue ». Super. Au début de son mariage, Catherine n'occupe que très peu de place dans la cour, bien qu'elle y soit appréciée pour sa gentillesse et son intelligence. Il faut dire qu'elle n'a que 15 ans et que son jeune mari, en fait, Henri, n'est pas vraiment intéressé par la demoiselle, puisqu'en fait, il n'est intéressé que par Diane de Poitiers, je vous en reparle plus tard, qui fut sa gouvernante pendant son enfance et qui désormais fricote avec la bestiole. Le 10 août 1536, le fils aîné de François Ier, le dauphin François, meurt soudainement, faisant de l'époux de Catherine l'héritier du trône. Catherine devient ainsi donc dauphine de Viennois et duchesse de Bretagne, et elle prend progressivement sa place à la cour, puisqu'elle est la dauphine de France. Alors, Catherine et Henri n'ont toujours pas d'héritier, et ça commence à menacer sa réputation, et on parle de répudiation dès 1536, année durant laquelle on estime que Henri et Diane, donc, qui ont respectivement à l'époque 17 et 36 ans pour elle, qui sont devenus donc amants, et ça devient un peu compliqué, mais elle va recevoir l'inattendu appui de sa rivale, qui est donc à la fois sa cousine et celle de son mari. Elle laisse Henri arborer partout les couleurs de Diane, dont il est profondément amoureux, malgré leur écart d'âge, mais ça on s'en fout. Et elle est remarquée pour son intelligence, Catherine, et elle est appréciée par le roi, son beau-père. Et elle va partager avec sa belle-sœur, Marguerite de France, un goût assez prononcé pour les arts et les lettres. Et donc Catherine va devenir son amie.
Avec la reine de Navarre, Marguerite d'Angoulême, elle participe à l'élévation de la culture à la cour, notamment d'ailleurs par des compositions littéraires. C'est d'ailleurs à cette époque que Catherine choisit son emblème, son propre emblème, une écharpe d'iris, un arc-en-ciel. Donc, elle accouche enfin, en janvier 1544 d'un héritier qui s'appelle François, qui est donc le futur François II de France. Sa naissance est suivie l'année suivante par une fille, baptisée Élisabeth, qui conforte la position de Catherine à la cour, puisque en fait elle a fait le choix du roi, garçon, fille, et qu'elle a donné des héritiers, évidemment, à son mari. Alors, à la mort de François Ier, le 31 mars 1547, Henri d'Orléans, le dauphin de France, monte sur le trône sous le nom de Henri II, et donc Catherine devient reine de France. En novembre, Catherine met au monde son troisième enfant, une fille prénommée Claude, en l'hommage à la mère du roi. Le 10 juin 1549, Catherine est officiellement sacrée reine de France à la basilique de Saint-Denis. En l'espace d'une quinzaine d'années, Catherine va mettre au monde 10 enfants, dont 7 vont survivre, et ces maternités vont être arrêtées successivement, on va dire, en 1557, avec les très difficiles arrivée de ses jumelles, puisque l'accouchement a été absolument apocalyptique, et donc ça va clore le débat. Alors, elle va donner donc naissance à François II, qui est né le 19 janvier 1544, qui est dauphin de France, et qui, à la mort de son grand-père, bien sûr François Ier, devient le roi de France. Il va épouser, lui, la reine d'Écosse, Marie Stuart, en 1558, et il n'a aucune descendance, puisque, en fait, il meurt le 5 décembre 1560. Elle donne naissance aussi donc à Élisabeth de France, 1545-1568, qui va devenir, elle, reine d'Espagne, en épousant Philippe II d'Espagne en 1559, et qui va donner 5 enfants en Philippe II. Elle donne naissance à Claude de France, qui est née en 1547 et qui va mourir en 1575. Elle va devenir, elle, Claude, duchesse de Lorraine, en épousant Charles III de Lorraine, avec qui elle va avoir 9 enfants. Louis de France, 1549-1550, malheureusement, qui va être très rapidement duc d'Orléans, connu sous le nom de Louis III, mais qui meurt à l'âge d'1 an et 8 mois. Charles IX, donc 1550, 1574, qui est donc au début duc d'Orléans, à la suite du décès de son frère Louis, donc plus haut. Il devient donc roi de France en 1560, à la mort de son frère aîné, François II. Il va épouser Élisabeth d'Autriche en 1570, mais n'a qu'une fille. Voilà. Il va donner Catherine ensuite à Henri, qui est né en 1551, oui, tous les ans, qui meurt en 1589, qui est successivement titré d'abord le duc d'Angoulême à sa naissance, puis duc d'Orléans, puis duc d'Anjou, et puis roi de Pologne, puis roi de France en 1574, à la mort de son frère Charles. Donc, il épouse Louise de Lorraine-Vaudémont en 1575, mais il n'a pas de descendance non plus. Vient Marguerite de France, 1553, qui va mourir en 1615. Elle devient reine de France en 1572, puis reine de Navarre d'abord en 1572, puis reine de France en 1589, en ayant épousé Henri de Navarre, qui devient Henri IV, et n'a aucun enfant non plus. Ensuite, il y a François de France, qui est né en 1555 et qui va mourir en 1584, qui est d'abord duc d'Alençon, puis duc d'Anjou. Il est comte de Touraine, duc de Brabant et duc de Château-Thierry. Ensuite, Victoire de France, donc, qui naît en 1556 et qui va en juin et qui va mourir en août, puisque toutes les deux, en fait, Jeanne et Victoire sont les deux jumelles dont je parlais tout à l'heure. Donc, elles naissent le 24 juin 1556. Jeanne meurt
vient au monde mort-né, mais Victoire va lui survivre, mais il lui survivre que 2 mois, puisqu'elle va mourir le 17 août 1556 à Saint-Germain-en-Laye, à l'âge donc de 2 mois. Alors, dans sa maison, Catherine décide de réunir une cour. Elle a de très nombreux compatriotes italiens. Elle reste très attentive à la politique italienne de la France. Évidemment, elle est italienne. Mais elle protège surtout les opposants au grand-duc de Toscane qui se sont exilés dans le royaume. Elle va inciter son mari à lui confier des responsabilités militaires et administratives à tous ces Italiens qui sont là pour servir la France plutôt que l'empereur. Alors parmi ces hommes se trouve notamment Simeoni, le jeune Gondi, qui va devenir l'un de ses principaux, des principaux conseillers influents de la reine dans les années 1570. Et puis les cousins de Catherine, les frères Pierre et Léon Strozzi par exemple, qui vont s'illustrer au service du roi durant les guerres d'Italie. À l'avènement de Henri II, Catherine va souffrir de quelque chose qui va lui poser un gros problème, c'est la présence constante de la favorite royale Diane de Poitiers. Alors, bien que par respect pour elle, le roi, il a beaucoup de respect pour Catherine, il lui cache ses infidélités autant que faire se peut, mais elle doit accepter que sa rivale prenne une place importante à la cour. Tout le monde sait que Diane est la maîtresse de Henri. Elle exerce une influence importante sur le roi qui lui offre des contreparties de nombreuses responsabilités. Par exemple, elle va obtenir, Diane, la charge de l'éducation des enfants royaux et va être faite duchesse de Valentinois. Et alors Catherine va tout de suite souffrir de cela, parce que en fait, en gros, c'est sa rivale qui élève ses gosses, super. Et malgré ça, on lui a appris jeune, et vous avez entendu tout à l'heure l'enfance pas facile qu'elle a eue, elle va s'ouvrir en silence. Et il y a un fameux duel, on appelle ça le coup de Jarnac, qui oppose la Châtaigneraie et Jarnac, et Catherine va prendre le parti de Jarnac, elle va prendre le parti du second, donc de Jarnac, contre celui de la duchesse d'Étampes, qui n'est autre que l'ennemi juré de Diane. Alors évidemment, voilà, ça va commencer à tirer, mais Catherine, à force qu'elle soit intelligente, tranquille, et que quand même son mari ait on va dire beaucoup de respect pour elle, le roi va lui donner, tout simplement parce qu'elle est reine, les responsabilités qui sont dues à son rang quand lui va rentrer en guerre contre Charles Quint en 1552. Il s'absente longtemps pour des opérations à l'est du royaume, et donc Catherine va être nommée régente avec l'aide de la connétable Anne de Montmorency. Elle va assurer l'approvisionnement et le renforcement des armées. Elle intervient également en 1557, après le désastre de Saint-Quentin. Elle est envoyée par le roi demander à la ville de Paris l'argent nécessaire pour poursuivre la campagne. Et enfin, Catherine, elle, va quand même désapprouver ouvertement la paix signée en avril 1559, qui fait perdre l'essentiel des possessions italiennes à la France, et met ainsi un terme à la politique d'ingérence en Italie. Alors elle marque par là son opposition au connétable, bien sûr, et son rapprochement avec le clan des Guises qui n'était pas contente du tout. Alors le traité est suivi par des festivités au cours desquelles les mariages princiers doivent théoriquement venir renforcer les alliances politiques, tout juste conclu. Alors que sa seconde fille Claude avait épousé le duc Charles III de Lorraine, sa fille aînée Élisabeth épouse le roi Philippe II d'Espagne, et sa belle-sœur, Marguerite, épouse le duc Emmanuel Philibert de Savoie. Le premier mariage est célébré par procuration à Notre-Dame de Paris le 22 juin, et le second a lieu le 10 juillet, alors que le roi est sur son lit de mort. En effet, celui-ci n'a rien trouvé de mieux que d'être baissé à la tête le 30 juin par le capitaine de la garde écossaise, un certain Gabriel de Montgomery.
lors d'un tournoi donné à l'occasion des noces, et il meurt d'ailleurs, avec quelques jours d'agonie, le 10 juillet de cette même année. Alors, lorsque son fils François monte sur le trône, Catherine de Médicis lui recommande de conserver et de confier les rênes du gouvernement à la famille et de son épouse, les Guise. C'est une famille qui est issue de la maison de Lorraine, qui est apparentée à la famille royale. Les Guise sont riches, très riches, puissants, très puissants, et ils ont su se faire une place de première importance à la cour depuis des années, et leur sœur, Marie de Guise, donc, n'est autre que la mère de la nouvelle reine et régente d'Écosse, donc voilà. Alors Catherine les soutient, elle approuve la mise à l'écart opérée par eux du connétable et bien sûr de Diane de Poitiers. Elle-même intervient dans la redistribution des faveurs royales en échangeant avec l'ancienne favorite de son mari, le château de Chenonceau, contre celui de Chaumont. Oui, ah ben, vous m'étonnez, maintenant que Henri n'est plus là, ben, la favorite n'a plus de favoritisme à avoir. Et Catherine se venge plus ou moins. Alors, par l'ascendant qu'elle exerce sur le jeune roi, Catherine joue un rôle très central au sein du Conseil royal et elle approfond, on va dire qu'on sait qu'elle est profondément atteinte par la mort de son époux et elle reste en retrait par rapport aux Guises parce qu'ils détiennent en réalité la réalité du pouvoir. Alors les contemporains ont souligné la douleur extrême manifestée par la reine à la mort du roi. Et Catherine d'ailleurs va choisir à ce moment-là de ne plus s'habiller qu'en noir, alors que le deuil se marquait traditionnellement en blanc à l'époque, et elle va arborer désormais un voile qu'elle ne quittera plus jamais. Alors, la souffrance qu'entraîne chez elle le souvenir de son défunt époux la pousse même à assister au sacre de son fils le 18 septembre 1559, à refuser d'y assister au sacre de son fils. Alors, Catherine change de son emblème. Tout à l'heure, on parlait de l'arc-en-ciel et elle va le mettre un nouvel emblème qui est la lance brisée avec la devise « De là viennent mes larmes et ma douleur ». Le règne de François II est marqué principalement par la montée des violences religieuses et auparavant, Henri II avait réprimé sévèrement le protestantisme. Alors, la mort de ce dernier encourage les protestants à réclamer la liberté de conscience et de culte, et bien que leur chef Calvin condamne la violence, une minorité de réformés veulent en découdre avec la force. Alors bien sûr, la menace grandissant, les Guises, très favorables à la politique de répression, c'est des belliqueux, les Guises, décident de se mettre devant, en première ligne. Alors à la mort de son époux, Catherine de Médicis est considérée par certaines autorités protestantes comme une personne ouverte d'esprit et sensible à l'injustice. Sous l'influence de ses amis les plus proches, et notamment celles qui sont attirées par la réforme protestante, notamment par exemple la princesse Marguerite ou encore la duchesse de Montpensier, ou alors la vicomtesse d'Uzès, elle va prendre conscience de l'inutilité de la répression et elle entame, dès la mort de son mari, le dialogue avec les protestants. Elle se dit prête à accepter leur présence à la condition qu'ils restent discrets et qu'ils ne se rassemblent pas, en fait d'inviter l'agitation de la population qui n'a encore rien compris à la voix. Alors, évidemment, progressivement, en les incitant et en comprenant les demandes des protestants, elle se met face aux Guises, qui sont, eux, le plus ferme soutien des partisans de la tolérance civique. Et malgré ça, Catherine demeure un peu étrangère à la religion nouvelle, malgré le fait qu'elle a des amis qui l'ont adoptée. Et elle se heurte à l'injonction des prédicateurs, elle approuve pleinement la sanction, à un moment donné, de tous ces fauteurs de troupes qui commencent à monter à droite. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'elle va être la cible principale de beaucoup de choses, et notamment de pamphlets assez injurieux à l'époque, qui sont carrément déposés chez elle, et qui font qu'elle va se retrouver touchée en plein cœur, et qu'elle va appuyer la répression des Guises contre les rebelles huguenots, qui avaient déjà attaqué la résidence royale. Alors l'ampleur du mécontentement provoqué par les Guises, qui sont jamais loin des emmerdes,
et des coups fourrés, au printemps 1560, oblige donc ces derniers, les Huguenots, donc, à céder davantage de pouvoir à Catherine et les Guises aussi. Alors, elle sait très bien manœuvrer parce que elle était très réservée, elle était en deuil, mais la reine-mère va prendre davantage part aux affaires. Elle voit monter un côté modérateur, elle accroît son influence politique et elle va faire en sorte que le parti de la répression soit contraint de l'écouter davantage. Elle va s'entourer de conseillers modérés, favorables à la réforme protestante, et elle va aussi favoriser leurs idées au sein du Conseil royal. Parmi eux se trouvent des hommes d'église comme Jean de Morvilliers ou encore Jean de Montluc, qui est suspecté à un moment donné par Rome, et bon, lui, ainsi que Paul de Foix, qui avait été arrêté précédemment. En juin donc, de cette année-là, elle permet au juriste Michel de l'Hospital, opposant à la répression, d'être nommé chancelier de France. Et en août, elle parvient à réunir à Fontainebleau une assemblée de notables pour discuter des problèmes du royaume et appuie, malgré l'hostilité du pape, et ça vous imaginez bien, la tenue d'un concile national pour réformer l'Église de France. La mort de son fils François II, le 5 décembre 1560, l'a meurtri de nouveau, profondément cette fois-ci, mais vont lui permettre en fait de prendre la main et les rênes du pouvoir. Parce que le frère cadet du roi monte sur le trône sous le nom de Charles IX, mais il a 10 ans. Et donc il est mineur. Et donc Catherine va devenir régente. Et face aux troubles religieux, elle va mettre en place, avec le soutien des conseillers modérés qu'elle avait mis déjà en place, une politique de conciliation. Alors, bien sûr, ça ne se passe pas comme elle le veut. Y a un échec de cette politique et Catherine est inspirée par deux courants. Elle est inspirée par une politique de paix et par ce qu'elle avait appris en Italie, le néoplatonisme, qui prône la mission divine du souverain pour faire régner l'harmonie dans un pays. Alors l'émergence de Catherine de Médicis et donc de Michel de l'Hospital sur la scène politique induit en fait un espèce de relâchement dans la pression sur les réformés. Et ceux-ci dévoilent tout d'un coup au grand jour leur foi et la cour installée au château de Saint-Germain voit l'arrivée d'un nombre nombreux de ces personnes. Alors pour améliorer le sort de ces sujets, tous ces sujets qui étaient prêts à s'entre-déchirer, toujours avec les Guises en... Ah bah ils sont toujours dans le coffre et cela, toujours en arrière-plan, Catherine multiplie les tractations, elle décide des assemblées, elle veut des décisions. Et en décembre 1560, il y a des états généraux qui se tiennent, qui regroupent les 3 ordres de la société, donc on le sait, qui sont tenus à Orléans. Ils siègent durant tout l'été 1561, et au mois de septembre a lieu le colloque de Poissy, qui est destiné à réconcilier la religion catholique et la religion protestante. En agissant ainsi, vous vous doutez bien que Catherine va se mettre à dos le pape, qui est à l'époque Pie IV, et tous les catholiques intransigeants du royaume, mais elle en a cure, elle est régente, c'est le chef. En gros, elle voit assez bien l'évolution de la situation, même si elle est un peu trop optimiste, mais voilà. Et le 17 janvier 1562, Catherine de Médicis promulgue l'édit de janvier, le 17 janvier, qui constitue une véritable révolution, puisqu'en fait, elle remet en cause le lien sacré entre l'unité religieuse et la pérennité de l'organisation politique. L'édit de janvier, en fait, autorise la liberté de conscience et la liberté de culte pour les protestants, à condition que ceux-ci restituent tous les lieux de culte, tous les lieux de culte dont ils s'étaient précédemment emparés. Bref. Et cet édit fait partie de la politique de concorde qu'avaient voulu d'ailleurs Catherine de Médicis et Michel de l'Hospital. Pour eux, les réformés ne sont pas la cause du mal, c'est juste un agent de conversation que Dieu a envoyé pour, éclairer l'humanité de la conscience de son péché.
Pour elle, la mission des dirigeants politiques consiste avant tout à briser le cercle des violences qui ravage le royaume depuis des mois. Et donc cet édit de janvier est une possible éclaircie. Simplement, ça va échouer parce que l'antagonisme est trop fort entre les protestants et les catholiques. Alors, il y a un triumvirat qui est composé des 3 anciens favoris de Henri II qui s'opposent à la politique de tolérance de la reine mère, bien sûr, oui, parce que c'est la reine mère. Et parmi ceux-là, de l'autre côté, Henri de Bourbon, roi de Navarre, qui va choisir le camp des catholiques, total. La position de la régence, elle a le cul entre les deux chaises, parce que d'un côté, elle est quand même la mère du roi, donc catholique, et de l'autre côté, elle espère que va venir un soutien du côté des protestants, notamment le chef des protestants, qui est le prince de Condé. Mais la reine-mère va refuser dans un premier temps la marche à la guerre, qui est provoquée par un massacre en 1562, et intelligemment, elle se tient à l'écart des deux parties, malheureusement jusqu'à ce qu'il y ait un coup de force, puisque François de Guise va l'obliger à se placer sous sa protection. Et le 31 mars 1562, il débarque à Fontainebleau, où se trouve la famille royale. Il la contraint à le suivre à Paris. Et durant tous les mois de mai et de juin suivants, Catherine tente encore de provoquer des rencontres entre les belligérants, mais finit par se résilier à la guerre, devant la résolution des chefs militaires à en découdre. Pendant plusieurs mois, elle intervient tout le temps sur l'organisation logistique pour défaire les protestants. Elle se déplace également en personne au siège de Rouen. Et la mort et l'emprisonnement des principaux chefs de guerre lui permettent finalement de ramener la paix, tout en prenant ses distances avec les Guises, toujours là. Elle accorde aux Huguenots la paix d'Ambroise en mars 1563. Et l'édit prévoit encore une certaine liberté de culte dans les maisons seigneuriales et dans les villes. En août 1563, Charles IX devient majeur. Donc Catherine abandonne la régence à son fils, évidemment, et Charles IX, là, c'est un gentil garçon, et alors il va redemander à maman de rester dans le coin, et donc elle va rester dans son, on va dire, confirmée dans ses pouvoirs, mais Catherine veut reconstruire. La guerre civile a entraîné énormément de destruction de part et d'autre, et elle décide de rabibocher tout le monde. Alors il y a des grandes fêtes à Fontainebleau qui marquent le départ d'un grand tour de France qu'entreprend la famille royale à partir de 1564. Pendant 28 mois, Catherine va parcourir la France pour montrer le roi à son peuple, pour faire oublier les distensions religieuses et pour imposer ses traités de paix. Son but aussi, c'est de provoquer la rencontre des chefs d'État européens et de relancer un nouveau concile. En cela, la reine-mère, elle n'a jamais accepté le concile de Trente, et les protestants notamment que les protestants n'aient pas été invités. Et son voyage est une succession d'entrées royales qui va se terminer le 1er mai 1566 à Moulins. Après 4 années de guerre, le conflit religieux reprend. Il fallait bien que ça arrive. Alors en 1567, le prince de Condé tente de s'emparer du roi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la surprise de Meaux. Charles IX et Catherine se réfugient à Paris, stupéfaits par la trahison du chef des protestants, et Catherine va imputer ça au chancelier Michel de l'Hospital, en lui disant qu'il a participé à l'échec de la politique de tolérance de civils. Elle va le renvoyer en mai 1568. Le pouvoir royal va décider à ce moment-là d'en finir avec les rebelles, et de terribles guerres de religion vont s'en suivre, ruinant littéralement le pays. Les deux armées arrivent à bout de force en 1570, et Catherine pousse les protestants à accepter la paix de Saint-Germain-en-Laye, qui leur accorde une liberté de culte, mais beaucoup plus limitée. Pour concrétiser une paix durable entre les parties, elle s'arrange pour organiser le mariage de sa fille, Marguerite de Valois, avec le prince protestant Bourbon, Henri de Navarre. Alors, tout ça fait que petit à petit, elle place ses pions. Elle va essayer de placer un de ses fils
en Angleterre pour récupérer le soutien, et notamment la maison de Nassau. Voilà. Mais la mort en juin 1572 de la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, donc la maman de Henri, qui est une importante rivale de Catherine, côté protestant, va l'arranger. Elle doit encore contrer l'influence d'un certain conseiller de Charles IX, qui s'appelle l'amiral de Coligny. Ce chef militaire des protestants exige que la France intervienne directement contre l'Espagne dans la guerre aux Pays-Bas, mais Catherine refuse. Elle trouve que c'est trop casse-gueule pour la France et elle incite son fils à ne pas écouter ce genre de choses. Alors, le 22 août 1572, eh bien, il y a un attentat manqué contre Coligny. Et Catherine semble avoir choisi, sur le conseil de certains membres de son entourage, de convaincre le roi de faire tuer les principaux chefs huguenots présents à Paris pour les noces. Alors, sur ce côté-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu nébuleux. Mais il n'en découle pas moins que l'amiral Gaspard de Coligny, ainsi que la Rochefoucauld, Téligny, Nompart de Caumont et Soubise sont abattus. Le massacre, dit de la Saint-Barthélemy, commence dans la nuit du 23 au 24 août 1572, et en dépit des ordres du roi et de sa mère pour l'arrêter, ils demandent à l'arrêt complet. Ça va s'étendre pendant des jours entiers, et ça va évidemment exciter tout le monde, et ça va se propager à la province, faisant ainsi plusieurs milliers de victimes. Alors, la situation est explosive. La reine et le roi, enfin la reine-mère et le roi se seraient à ce moment-là résolus à prendre une décision exceptionnelle, puisque ça a fait des milliers de victimes à Paris, mais en province, et que ça pèse sur la popularité de Catherine chez les protestants et dans l'histoire. Elle va prendre le parti de rompre avec sa politique de concorde et va faire contraindre les protestants à revenir à la religion catholique. 2 ans plus tard, Charles IX meurt d'une pleurésie. Alors, à ce moment-là, il y a une bascule. On peut parler de beaucoup de choses, mais on va évoquer la bascule un tout petit peu plus tard, parce que il faut évoquer son influence, et c'est important, l'influence artistique qu'elle a eue. Parallèlement à tout ça, toutes ces manigances, etc., elle poursuit une politique culturelle que son beau-père, donc François Ier, avait inaugurée. C'est à la cour de Catherine que sont développées une succession de fêtes, de bals, de jeux, etc. D'ailleurs, en mars 1564, elle organise même dans le château de Fontainebleau des fêtes somptueuses, les plus somptueuses, paraît-il, que le royaume n'ait jamais connues. Et elle veut éblouir ses sujets. Alors elle fait monter des ballets, des spectacles mythologiques, qui mettent d'ailleurs en scène la France de la tolérance de la reine, ainsi que la gloire de la France et la maison royale, tu m'étonnes. Et tous les enfants de Catherine participent aux danses et se travestissent pour les spectacles, pour souligner l'unité de la famille royale. Catherine de Médicis est aussi connue pour s'être entourée de ce fameux escadron volant, des femmes ravissantes qui attirent à la cour les hommes et les amènent à abandonner le parti de la guerre pour ceux de la paix et plus si affinité. Alors elle encourage les festivités, elle laisse la mode suivre son cours et la reine-mère se montre toujours quand même un peu rigoureuse sur la moralité à la cour et surveille, contrairement à ce qu'on a dit, de très près la vertu de ses filles d'honneur. Lorsqu'une l'une d'entre elles, Isabelle de Limeuil, devient enceinte du prince de Condé, le scandale qui est provoqué attire les foudres de la reine, qui la chasse directement. Elle va rédiger en 1564 une lettre pour son fils, pour la police de la cour et du gouvernement, une série de conseils qui établit l'emploi du temps du roi et la manière de s'occuper de sa cour. Alors, on sait, Catherine aime beaucoup monter à cheval, c'est une excellente cavalière. D'ailleurs, on lui impute la manière de monter en Amazone.
Elle a imposé le corset et le caleçon lors des promenades à cheval à toutes les dames de la cour. Venue d'Italie, comme on le sait, elle est venue avec des cuisiniers, des confiseurs, des pâtissiers florentins, et on raconte, évidemment, vous le savez, qu'elle a introduit à la cour de France des légumes inconnus jusqu'alors, les haricots, les artichauts, les brocolis, ou encore les petits pois. Et selon la tradition populaire, elle serait même à l'origine de la diffusion des asperges, des tomates, de l'épinard et de la fourchette, mais aussi des macarons, du sorbet, de la ganache, donnant naissance bien sûr à une révolution culturelle française, gastronomique cette fois-ci. Alors, selon les historiens de l'alimentation, son influence révélerait de la légende, mais écoutez, ça fait pas de mal d'avoir une certaine légende non plus, hein, on est bien d'accord. Alors, elle est considérée comme l'une, par contre, des plus grandes mécènes du XVIe siècle. Elle aime s'entourer de poètes, d'artistes, d'hommes de lettres, de musiciens et de femmes aussi. Elle fait venir à la cour tout le monde. Elle veut une mise en scène de la monarchie, mais qui est doublée par sa passion réelle pour les arts. Oui, n'oubliez pas, c'est une Médicis, c'est une Florentine. Hein. Et elle s'intéresse à l'orfèvrerie, à la musique, à la peinture, à l'architecture. Elle a un intérêt aussi particulier pour le portrait français et elle va multiplier les demandes de services auprès, par exemple, de François Clouet ou encore des frères Dumostier. À sa mort, attention, la collection de portraits qu'elle avait fait réaliser s'étend entre 600 et 700 dessins qui sont désormais éparpillés dans le monde entier. Elle protège tous les hommes de lettres, Montaigne, Ronsard. Elle apporte un soin particulier aux artistes français. Au lieu, par exemple, de faire appel à des artistes italiens, qui était l'usage chez les rois de France depuis le début de la Renaissance, mais elle non, elle fait partie des artistes français. Alors, il resterait plus grand-chose de ces somptueuses collections, mais les visiteurs de marque de l'époque, qui faisaient beaucoup de courriers et de bulles pour expliquer ce qui se passait à la cour de France, ont dit admirer dans son palais parisien des choses qu'elle avait qui étaient absolument magnifiques. Elle a mis en place une politique de restructuration et de transformation architecturale. Elle a fait édifier non loin du Louvre le palais des Tuileries, notamment par Philibert Delorme, et elle a fait agrandir le fameux château de Chenonceau qu'elle avait récupéré de sa rivale. Alors, le plus grand chantier qu'elle ait eu quand même, c'est celui du fameux et somptueux mausolée des Valois à Saint-Denis. Elle a construit à l'antique forme de rotonde, qui tranche vraiment avec le style médiéval de la basilique, qui a disparu aujourd'hui. Ce monument élevé au dernier des Valois, puisque en fait il devait contenir tous les gisants de ses enfants autour du monument dédié à elle et à son époux. Bon, c'est dommage, on aurait bien aimé la voir. Alors, s'y trouvaient 3 gisants du couple royal, dont ceux réalisés par Germain Pilon. Alors, excepté le château de Chenonceau, il ne reste absolument à presque rien de ces somptueux chantiers de construction, le palais des Tuileries, le luxueux hôtel de la Reine, la chapelle des Valois à Saint-Denis et les châteaux de Monceau et de Saint-Maur, qu'elle appréciait beaucoup, ont tous disparu. Alors, à l'âge de 23 ans, le duc d'Anjou, 4e fils de Catherine, succède à son frère sous le nom de Henri III. Alors, Henri III, c'est le chouchou à Meumont. Ah oui, c'est pas vrai, c'est le chouchou à Meumont. Ah si. C'est son fils préféré. Tout le monde le sait. Il est très intelligent et il va décider de régner par lui-même. Alors, elle continue quand même à exercer un petit peu le pouvoir, mais elle ne peut plus agir sans le consentement du roi, ce qui la change jusqu'à présent. Alors, quand Charles IX meurt, le futur Henri III est à Pologne, puisqu'il est roi de Pologne. Et elle va se déclarer régente par le Parlement. Elle va assurer l'intérim du pouvoir jusqu'au retour du roi en septembre 1574. Elle essaye, je vous ai dit, d'apaiser les problèmes dans le royaume, etc. Et donc, elle se réjouit à un moment donné de la capture en 1574 d'un certain Montgomery, qui n'est autre que l'homme qui avait accidentellement tué son mari.
et qui combattait dans le camp réformé. Et elle a même encouragé la justice à procéder à son exécution, qui a eu lieu le 26 juin 1574. Ah, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Hein. Le roi arrive, revient, et commence à répartir les postes publics aux membres de son entourage. Elle est assez inquiète à ce moment-là, parce qu'elle voit le contrôle du pouvoir lui échapper. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle va se déplacer à la rencontre de son fils et descend carrément avec toute la cour à Lyon. Elle rentre réitéralement, elle entre en opposition avec son fils sur la distribution des dignités à la cour. Et même si elle va parvenir à maintenir auprès du roi certains de ses fidèles, elle va décider de laisser le roi organiser l'étiquette un peu comme il veut. Et c'est une période un peu plus tendue pour Catherine, qui se remet mal de la mort de sa fille Claude, et qui entretient depuis des mois des rapports très difficiles avec la nouvelle reine, donc Louise de Lorraine, qui a épousé son fils en février 1975. Et elle accepte aussi mal que son fils la décharge. Voilà, du pouvoir, on est bien d'accord. Elle est un peu attristée de se voir privée du pouvoir, notamment par le chéri Amemin. Il y a un gras personnage. Ah bah il est ingrat le gosse, hein. Ah bah oui. Bon, alors malgré ça, elle va continuer à éprouver une certaine hostilité envers les favoris du roi, qui vont lui restreindre l'accès au souverain et qui vont prôner, eux, une politique contraire à la sienne. Et ça va mal passer auprès de madame, qui va décider véritablement d'être très active, mais jamais au sein du gouvernement. Sous le règne d'Henri III, sa présence à la cour s'avère très particulièrement utile pour notamment raccommoder le roi avec François d'Alençon, son fils cadet, qui est victime des calomnies des mignons de la cour. On sait qui sont les mignons. Et elle n'hésite pas à poursuivre son jeune fils et à le ramener à la raison. Donc, elle a dû lui filer 2 claques quand même à peu près. Alors, comme c'est une diplomate, c'est elle qui va mener les négociations et qui va parcourir le royaume pour essayer de faire respecter les fameux édits de paix et l'autorité du roi. En 1578, donc, nouveau tour de France au cours duquel elle va rencontrer son gendre, Henri de Navarre, qui est devenu le chef des protestants, et qui le réconcilie avec sa fille, avec qui il est brouillé. Ouais, tu m'étonnes. Alors, en dépit de tout ce qui lui arrive comme avarie, oui, bah, elle est plus très jeune, hein, la Catherine, elle a des rhumatismes, elle va finir son voyage en litière et à dos de mule. La plupart du temps, elle traverse des régions aux mains des rebelles. Elle se rend dans le Languedoc, où elle va séjourner en mai 79. Et pour éviter la peste qui sévit sur la ville de Montpellier en Dauphiné, elle va faire un détour. Mais elle va rencontrer les chefs protestants. Alors toujours portée par son optimisme, hein, parce qu'elle pense que elle peut y aller, elle peut le faire. Elle va rejoindre son fils François en Angleterre pour arranger son mariage avec la reine Élisabeth Ier. Mais à la fin de son retournée, en 1579, eh bien, Catherine est assez satisfaite. Elle a rétabli l'ambiance dans sa famille, tout le monde est à sa place, tout va bien. À partir des années 1580, elle va intervenir personnellement dans les successions des trônes, par exemple du Portugal. Elle va envoyer une expédition navale pour aider les Portugais à reconquérir un pays qui est envahi par le roi d'Espagne. Et malgré les réticences, elle va finir par soutenir les projets de son fils François pour devenir le souverain des Pays-Bas. Elle a 70 ans, elle n'hésite jamais à monter sur en tous les cas une litière, elle est toujours là à prendre de sa personne. En 1585, elle va partir dans l'Est pour rappeler les Guises à l'ordre, et croyez-moi, je pense que ça a dû souffler dans les branches à ce moment-là. En 1586, elle va entamer dans le sud-ouest des négociations avec son gendre Henri, le roi de Navarre. Et lors de la journée des barricades en 1588, elle n'a pas peur d'affronter la rébellion parisienne en parcourant les rues de Paris à pied, en se frayant un chemin parmi les barricades.
Alors, Catherine de Médicis est devenue aux yeux de ses contemporains une personne hors du commun qui va imposer le respect. Malgré son entêtement à se battre inutilement pour des causes qu'elle sait perdues d'avance, mais elle va le faire quand même. À la fin de sa vie, Catherine est marquée par les préparatifs du mariage de sa petite-fille, Christine de Lorraine, qu'elle élève depuis la mort donc, de la duchesse Claude de Lorraine, sa mère. Ces derniers mois sont assombris avec la montée en puissance de la Ligue catholique, qui, à l'occasion de la journée des barricades, va prendre possession de la ville de Paris. Alors, elle est prisonnière de la ville, et Catherine décide d'être l'intermédiaire entre le duc de Guise et le roi pour essayer de recoller les morceaux. Et elle entreprend un ultime voyage avec la cour pour se rendre à Blois pour la fameuse réunion des États généraux. Alors arrive l'hiver 1588, et elle prend froid et sa santé va se dégrader très rapidement. Notamment avec l'assassinat du duc de Guise qui va l'inquiéter, d'autant plus que le roi ne l'a pas averti. Le 5 janvier 1589, elle demande à un confesseur de venir et elle va recevoir les derniers sacrements et meurt d'une pleurésie entourant de l'amour des siens, mais complètement abattue par la ruine de sa famille et de sa politique, et elle avait 69 ans. Alors, comme la basilique de Saint-Denis est aux mains des ligueurs, elle avait fait édifier cette fameuse rotonde des Valois. Elle est enterrée à l'église Saint-Sauveur de Blois, puis sera transférée 22 ans plus tard à Saint-Denis. Et comme en 1719, la rotonde des Valois donc, menace d'effondrement, tout est détruit. Et le tombeau remonte dans les bras du nord transept de la basilique. Le 1er août 1793, les révolutionnaires profanent le tombeau et jettent les sépultures du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis dans une fosse commune. Ce n'est que le 18 janvier 1817, sous la Restauration, que les corps vont être retrouvés et redéposés dans l'ancien tombeau de Turenne à la basilique Saint-Denis. Alors, selon une anecdote très célèbre, au sujet de la mort, on dit qu'une quinzaine d'années auparavant, aux alentours de 1571, son astrologue, comme Ruggieri, lui aurait prédit qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Catherine, très superstitieuse, s'était toujours éloignée, de près ou de loin, de tout ce qui avait Saint-Germain. Elle décidait d'échapper à la prédiction. Par exemple, elle a fait interrompre une construction du palais des Tuileries qui dépendait de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle va s'installer dans le futur hôtel de Rennes qui dépendait de la paroisse de Saint-Eustache, surtout pas de Saint-Germain. Elle va refuser aussi de se rendre au château royal de Saint-Germain-en-Laye, mais on va dire que le destin va la rattraper, puisqu'en fait, sur son lit de mort, quand elle va demander son confesseur pour les derniers sacrements, celui qui va lui porter l'extrême-onction s'appelle tout simplement Julien de Saint-Germain. Elle est morte près d'un Saint-Germain. Voilà. Comme quoi, vous savez, dans la vie, voilà. Alors, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que la personnalité de Catherine est très difficile à saisir. Je vous disais, la légende noire est toujours là. Pourtant, tous les bulletins, toutes les lettres, toutes les bulles disaient qu'elle avait un tempérament optimiste, qu'elle avait une grandeur d'âme, très clairvoyante, mais dans la mémoire collective, elle incarne la noirceur, le machiavélisme, le despotisme carrément. Et ça s'est longtemps maintenu, alors par la faute des historiens, mais aussi par la faute de certains romanciers qui en ont mis 3 couches. Et notamment, par exemple, lors d'oraisons funèbres, qui essayent de redorer le blason, mais c'est un peu compliqué. Voilà.
Par exemple, dans son honneur funèbre, on dit « Humiliez vos cœurs devant Dieu, vous qui êtes français, reconnaissez que vous avez perdu la plus grande reine en vertu, la plus noble en race et en génération, la plus excellente en honneur, la plus chaste entre toutes les femmes, la plus prudente en son administration, la plus douce en sa conversation, la plus affable et la plus bénigne à tous ceux qui ont voulu l'aborder, la plus humble et la plus charitable envers ses enfants, la plus obéissante en son mari, mais surtout la plus grande dévote envers Dieu, la plus affectionnée envers les plus pauvres que reine qui régna en France. » Quand même pas dégueulasse comme oraison funèbre. Alors, bien sûr, le fait des regards de religion catholique et protestant, tout le monde a raillé la politique de tolérance de la reine et va avoir un véritable travail de propagande qui va être dressé contre les Valois, qui vont petit à petit erroner et écorner l'image de la reine. Lors de la mort du dernier Valois en 1589, il n'y a aucune réhabilitation qui va être faite. Alors au XVIIe siècle, on oublie que le travail accompli par Henri IV, puis par Richelieu ne constitue que la continuité en fait, de la politique de Catherine de Médicis. Au XVIIIe siècle, les philosophes critiquent la monarchie absolue, vous m'étonnez, et donc la sage politique de la reine, c'est du despotisme, tout simplement. Sous la Révolution, ça n'accentue que la dénonciation des rois. Les révolutionnaires comme Marat s'en prennent à toutes les légendes, y compris sordides, et donc évidemment on vilipende la monarchie. C'est la Révolution française qui va fixer littéralement la légende noire de Catherine de Médicis. Au 19e, pendant l'école républicaine et la tradition populaire, on pérennise cette légende. Et, comme je le disais, il y a des romans qui fleurissent, et notamment La Reine Margot de l'écrivain Dumas, qui ne va pas se louper sur cette histoire-là. En revanche, Balzac, par exemple, dans son introduction sur Catherine de Médicis, la décrit comme une femme extraordinaire, qui a sauvé la couronne de France en déployant les plus rares qualités, les plus précieux dons de l'homme d'État. D'État avec un E majuscule, évidemment. Alors la légende noire de Catherine, qui est entretenue jusqu'au milieu du XXe siècle, la présente comme une femme dominatrice, despote, machiavélique, une Italienne, laissant des étrangers, évidemment, gouverner la France, et enfin une femme acariâtre, dévorée par la jalousie. Parce que lorsqu'elle était régente de France, elle gouverne même ses enfants, qui sont trop jeunes, pour se gouverner eux-mêmes, comme ça. Et puis face au parti, elle essaye de rester ferme, d'éviter l'affrontement. Je rappelle que c'est une femme au milieu d'une guerre de partout. Et puis ainsi naît la légende de cette femme arriviste, de cette reine despotique. Et en tant que reine-mère, elle souhaite préserver l'héritage royal de ses enfants. Ça, on ne peut pas lui enlever, que ses gosses, c'est ses gosses. Et alors, évidemment, les catholiques vont lui reprocher d'accorder trop de liberté aux protestants, les protestants de ne pas leur accorder assez, on dirait des gosses mal éduqués. Et ça, évidemment, pris entre ces deux parties, elle a fait tant bien que mal pour maintenir un peu une politique d'union nationale, mais tu m'étonnes, ça a volé en éclats. Alors, les allégations selon lesquelles elle aurait fait empoisonner la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, puis aurait involontairement, fait tuer son fils aussi par la même occasion, a résulté en fait de rumeurs qui se sont propagées au XVIIIe siècle sous la plume d'Alexandre Dumas. Pour la seconde, notamment, sur la première, pour la première sur la mort de Jeanne d'Albret, et sur la seconde pour Dumas. Et en fait, il n'y a pas d'éléments tangibles, c'est pas écrit noir sur blanc qu'elle a voulu faire exécuter le petit, tout ça pour placer Chouchou à la place. Voilà. Alors, évidemment, le cinéma a emboîté le pas, vous m'étonnez. La légende noire, ça peut faire que des bons films. La princesse de Clèves, qui a été tuée en 1961, montre Catherine de Médicis utilisant des nains espions et faire chuter ses ennemis dans des trappes ouvertes et profondeurs d'oubliettes. Et puis on trouve des iconographies qui la représentent sur des cadavres huguenots massacrés à la cour de Louvre. Les adversaires de Catherine vont même lui reprocher de louvoyer entre les partis et de créer la discorde pour mieux avoir le pouvoir.
tu m'étonnes. En vérité, elle s'est toujours méfiée des partis. Rappelez-vous de l'histoire quand elle avait 10 ans et du fait qu'elle a été trinque-ballée dans tous les couvents et qu'on l'a menacée de viol et de mort, etc. Elle se méfie de ça. Toute sa vie durant, elle a cherché qu'une seule chose, c'est de mettre en valeur qu'une seule personne, le roi, quel qu'il soit, d'ailleurs, par la même occasion. Mais simplement, elle est considérée comme une étrangère pour beaucoup. Premièrement, parce qu'elle a un accent italien très marqué tout au long de sa vie. On dit qu'elle sait à peine parler français quand elle arrive pour épouser le duc d'Orléans, et elle est considérée comme une étrangère, alors qu'elle s'est toujours considérée comme une Française dès le début. Bien sûr qu'elle a introduit certains familiers d'origine italienne, etc., mais elle a grandi la France en soutenant les artistes, en essayant de se mettre au service de son pays d'adoption. Et même si les écrivains ont souvent tendu à réduire le personnage de Catherine envers son sentiment de haine pour Diane de Poitiers, il en demeure pas moins qu'elle n'éprouvait pas vraiment de sympathie pour elle, qu'elle appelait tout simplement la putain du roi. Faut quand même dire que quand vous avez 15 ans, vous épousez un garçon qui avait à peu près votre âge et qui n'aime qu'une femme qui a 20 ans de plus, et qui vous fait bien sentir qu'à part faire des gosses, vous fermez votre gueule déjà. Alors même si le roi l'aimait bien, hein, mais merci pour le... Hein, oui, ça en prend un coup. Et tout le monde va répondre à ce côté un peu méchant. Par exemple, Brantôme va faire ses louanges, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont inspiré dans les arts. Et bien sûr, vous allez me dire, ça a inspiré l'art en général, et surtout les films et les séries. Alors dans les films, on connaît, puisqu'il y a beaucoup d'actrices qui ont interprété le rôle de Catherine Médicis. Vous avez le premier film où elle est répertoriée, c'est en 1913, qui s'appelle Le 13e convive, de Georges-André Lacroix. Puis on la retrouve dans La Reine Margot de Henri Desfontaines en 1914. Puis en 1916, dans Intolérance de David Griffith. En 23, vous avez Les Cendres de la Vengeance de Frank Lloyd, ou encore The Love of Mary, Queen of Scots de Denison Clift, toujours en 23. En 24, elle apparaît dans un film qui s'appelle Henry, King of Navarre de Maurice Evray. En 1928, elle est dans Le Tournoi de la Cité de Jean Renoir. En 1937, elle apparaît dans Nostradamus de Juan Bustillo Oro. Et encore, elle apparaît dans Les Perles de la Couronne de Christian Jacques, en 1937 toujours. En 1942, elle est dans Nostradamus and the Queen de David Miller et de Jerry Thorpe. En 1954, elle est dans La Reine Margot de Jean Dréville. En 1956, elle est dans Si Paris nous était compté de Sacha Guitry, mais aussi dans Le Diane de David Miller. En 1959, elle est dans La Pavane des Blois de René Dupuis. Et en 60, elle est dans L'assassinat du duc de Guise de Guy Le Certisseur, notamment dans l'épisode qui s'appelle La caméra explore le temps. En 1961, elle apparaît dans La Dame de Montsoreau, donc de Alain Bourdet, et la même année dans La Princesse de Clèves de Jean Delannoy. J'adore ce film. Et le livre qui va avec. 1964, elle apparaît dans Hardy Pardaillan de Bernard Borderie. En 1966, elle apparaît dans dans un épisode de Doctor Who qui s'appelle The Massacre of the Saint-Barthélemy. 1968, elle apparaît dans Nostradamus ou Le Prophète en son pays de Pierre Badel. En 1971, dans le film Elizabeth R de Roderick Graham, ou encore dans Mary Stuart, Reine d'Écosse de Charles Jarrott, ou encore dans L'exécution du duc de Guise de Pierre Bureau. En 1978, vous la retrouvez dans La guerre des Trois Henri de Marcel Craven. En 1981, dans Los Pardaillan. En 1988, dans Le Chevalier de Pardaillan de José Dayan. Et en 1989, dans Catherine de Médicis de Yves-André Hubert. D'ailleurs, je crois qu'elle est jouée par Alice Apritch dans ce film-là. En 1990, elle apparaît dans L'or et le sang de Giacomo Battiato.
ou encore dans Dame galante de Jean-Charles Taquella. En 94, on la retrouve dans Nostradamus de Roger Christian, ou encore dans La Reine Margot de Patrice Chéreau, elle est jouée par Virna ça j'en suis sûre. En 2001, plus récemment, dans La Reine Margot de Stephen Shank, et en 2008, dans la Dame de Montsoreau de Michel Hassan. En 2010, enfin, dans La Princesse de Clèves. Alors à la télévision, on ne compte plus le nombre de séries de séries où elle apparaît. Alors en 61, Alyssa Pritch joue dans La Reine Margot, joue son rôle. Elle apparaît dans Sir Francis Drake à la télévision en 61, 71 dans La Dame de Montsoreau, 78 dans Le Tumulte d'Ambroise, en 96 dans La Reine Margot, qui est une production russe d'ailleurs, 2003 dans Saint-Germain ou La Négociation. D'ailleurs, je crois que c'est Marie-Christine Barrault qui jouait son rôle dans ce téléfilm. 2008 dans Catherine de Médicis et les intrigues du château de la Loire, puisque c'est dans le cadre d'un secret d'histoire qui lui est consacré. Si vous voulez le voir, il est toujours en ligne. 2013 dans Hollydale, qui est dans Reign, c'est dans la série Reign d'ailleurs. 2017, elle apparaît dans La Légende noire de la Reine Margot, dans un épisode de Secret d'Histoire. Elle est aussi dans La Guerre des Trônes, excellent série dont je vous ai parlé si vous écoutez les podcasts de séries, documentaires et films. Excellente série qui s'appelle La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe, qui est sur France 5. Allez-y parce que c'est absolument génial. Et encore dans un épisode de Reign, Le destin d'une reine. En 2018, elle apparaît dans un secret d'histoire consacré à Mary Stuart. Et en 2002, elle apparaît dans la mini-série américaine qui s'appelle The Serpent Queen. Comme quoi, vous voyez, et dans une mini-série qui s'appelle Diane de Poitiers. Voilà. Alors, inutile de vous dire que Catherine de Médicis a été employée à toutes les sauces. Alors, dans la littérature, comme vous le savez, bon, évidemment, vous avez beaucoup de choses qui ont été faites. On peut citer, par exemple, le regretté Jean Telet qui nous a fait excellemment Charles IX en 2013 et Henri III en 2017, qui parlait évidemment de Memin, surtout pour Memin. Ah, c'était le chouchou de Memin, l'autre. Ah ouais, vraiment. Elle apparaît dans des jeux de rôle, dans un jeu de rôle qu'on m'a signalé qui s'appelle Te Deum pour un massacre, et aussi, dans un jeu de rôle, et dans un jeu vidéo qui s'appelle Civilization 6, et qui joue le rôle d'une dirigeante de la France. Comme quoi, vous voyez, c'est assez impressionnant. Alors, on parlait tout à l'heure des enfants, voilà, même si elle a mis 10 ans, elle en a eu quand même pas mal. Et franchement, comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de ces enfants et qui, on va dire, est quand même assez sympathique à dire. Parce qu'il y a des petites anecdotes comme ça qui sont assez sympathiques à dire. Alors on vous le dit, tout à l'heure je vous le disais, et c'est pour ça que je voudrais revenir sur ça, parce que malgré le fait que Henri ait préféré largement Diane de Poitiers, ça ne les a pas empêchés d'avoir des 10 enfants. 6 sont nés au château de Fontainebleau, 4 à Saint-Germain-en-Laye, avant que l'autre lui dise qu'elle risquait de mourir près de Saint-Germain. Les 2 résidences royales de l'époque. Alors, ils ont tous été élevés à Saint-Germain, et parmi tous les remèdes possibles et inimaginables qu'elle a pris pendant les 10 ans où elle n'arrivait pas à pondre un héritier, elle a essayé l'ivoine pilée dans de l'eau, le sang de lapin dans du vinaigre. Non mais oui, à l'époque ça se faisait. Bon. Finalement, c'est les médecins qui disent que c'est Henri II qui souffrirait d'une malformation des parties reproductrices. Et d'ailleurs, Brantôme expliquait dans un récit en disant que Monsieur le Dauphin avait son vif tort. Pour ce, la semence n'allait pas bien droit dans la matrice, ce qui empêchait fort de concevoir. C'est très élémentique. Oh là, que c'est élémentique. Ah bah c'est
non, élément, non, c'est pas élément, c'est élégamment dit. Non, mais sérieusement, c'est élégamment dit, ça, pour dire qu'en fait, en gros, voilà, il avait le pénis un peu de travers et que forcément, ça rentrait pas très droit. Voilà, il en sait mal, quoi. Donc, monsieur le dauphin avait son vite tort. Pour ce, la semence n'allait pas bien droit dans la matrice, ce qui empêchait fort de concevoir. Ah, si les médecins nous parlaient comme ça, on comprendrait tout. Mal, mais on comprendrait tout. Alors, évidemment, ça permet pas la conception des masses, mais ils y sont arrivés. Hein. Alors, il semblerait, j'ai dit il semblerait, qu'on leur ait conseillé des positions à adopter, et que notamment le médecin royal leur a dit il faudrait faire comme les animaux le font. Ah là, voilà. Et ensuite, il va avoir une petite opération qui va être pratiquée par le médecin royal et vogue la galère pour les 10. Hein. Voilà. Ah bah comme quoi ça marche. Les positions et l'opération. Voilà, ça finit mal ce podcast. Ouais, mais faut bien finir pour des trucs un peu rigolos. Alors, Catherine a toujours dit une chose, c'est que Henri était un très bon père. Et elle a vieilli au grain. Elle ne laissait aucun précepteur faire son boulot et elle a été très chiante pour ça. À un moment donné, il y a une épidémie de rougeole qui sévit à Paris en 1547 et elle interdit à toute personne venant de la capitale de s'approcher de ses gosses. Une mère louve. Ah bah si. Dans certains écrits, notamment dans Mœurs intimes du passé, on explique une chose assez novatrice à l'époque, hein, quand même, parce qu'on dit qu'elle fait éduquer ses enfants indifféremment de leur sexe. Elle décide que sur un plateau élevé, entouré de parcs, à la lisière de la forêt, où abonde l'air pur et la lumière, tous ses enfants doivent faire la même chose. Ils sont éduqués de la même façon, filles comme garçons. Elle organise des activités en plein air, comme elle l'appelle de sa petite cour, donc ses gosses. Elle fait des chasses aux faucons, de l'équitation pour les garçons et les filles, mais aussi des mathématiques, de l'astronomie, de la philosophie. Et d'ailleurs, c'est à Saint-Germain que la petite Marguerite de Valois, va rencontrer son futur mari, Henri de Navarre, pour la première fois. Idem d'ailleurs pour François II, marié à 5 ans à Marie Stuart, qui en avait 4 ans. Oui, bon, ça, à l'époque. Bon, bref. Alors, François II, par exemple, quand son grand-père, François Ier, vient examiner, vient pour la naissance du petit, là, c'est quand même le premier, donc alléluia, il vient examiner le placenta et toute autre chose qui sorte avec le bébé. Et il est quand même assez rassuré, il dit que l'enfant est vigoureux et qu'il aura des frères et sœurs. Ah bah tu m'étonnes, il a été bien dressé. Bon bref. Et bon, par là même, on lui donne le prénom de grand-papa François. Alors, on décrit François comme un adolescent boutonneux, vilain, doté des parties génitrices constipées. C'est élégant, hein. Ah ouais, c'est élégant. Alors, Elisabeth de Valois, elle va avoir la rougeole alors qu'elle fait encore ses dents. Et elle va très longtemps rester très très maigre et entoussée. Ah, c'est élégant aussi. Claude de Valois, troisième enfant, elle a une épine dorsale qui est déviée à cause d'un accident et donc elle a dû porter énormément de corsets pour maintenir son buste et d'ailleurs elle causait énormément de soucis à sa mère à cause de ça. Louis, quatrième enfant en fait, il est mort quelques mois après, hein, voilà. Et il faut quand même savoir que c'est la maîtresse d'Henri II, Diane de Poitiers, qui s'occupe du petit Louis. Inutile de vous dire que Catherine lui a un peu imputé la mort de son gosse. Alors, oh bah si, quand même. Charles IX, 5e, est né à 5h15 du matin. Il a été baptisé sous le nom de Charles Maximilien, en l'hommage de l'empereur d'Autriche, qui était son parrain. Alors celui-là, il a été patraque toute sa vie. D'ailleurs, sa mère a imputé ça au fait que le lait lui avait été assez insuffisant lors de la mise en nourrice. Pourtant, elle faisait très attention aux nourrices, mais voilà, elle n'avait pas réussi à trouver la bonne nourrice pour Charles, mais toute la vie, c'est plein, il a toujours été mal. C'est un hypocondriaque, Charles, hein, oh là là. Henri III, chouchou de Catherine. Alors, oui, ça a toujours été Choupi. Alors, Choupi, c'est le 6e. Son vrai nom, c'est Édouard Alexandre. Il a quand même pour parrain
choisi, excusez du peu le gosse, Alexandre Farnèse, le cardinal, et le roi Édouard VI d'Angleterre. Excusez du peu. Alors plus tard, il va prendre le nom de papa, Henri. Voilà. Mais à la base, il s'appelait Édouard Alexandre et c'était donc chouchou de Memin. France Marguerite de Valois, donc la reine Margot, comme tout le monde connaît, qui s'appelle en fait Marguerite pour Marguerite de France, sa marraine et tante maternelle. Et en fait, bah voilà, c'est la fifi, mais une fifi rebelle quand même. Hein. Alors ensuite, vous avez un autre François qui s'appelle François Hercule, qui est le 8e enfant, qui en fait reçoit le prénom d'Hercule, assez ironique, puisque les commentateurs de l'époque disent qu'il est tout chétif. Se fout de sa gueule en plus. Il va prendre le nom de François comme prénom après la mort de son frère aîné, le François II. Les chroniqueurs de l'époque lui disent qu'en plus, non seulement il est chétif, mais il est moche. Enfin, il est vilain. Parce il va avoir la petite vérole qui va le défigurer, qui va fendre son nez, qui va manquer lui faire perdre un œil. Et donc, il va être élevé en dehors de la fratrie. Mais, tout moche qu'il est, ah bah si quand même, tout moche qu'il est, il est pas con. Parce qu'il va se rapprocher des malcontents contre son frère Henri III, et donc la politique il juge nulle, c'est lui qui le dit, pendant la guerre de religion. Ah bah, on est aussi mal servi, on est toujours trahi que par ses proches, hein, bien sûr. Et donc les deux dernières, les jumelles, donc on a parlé de tout à l'heure, Jeanne et Victoire, qui malheureusement, elles, sont mortes. On les appelait les deux Bessonnes, donc pour bis 2 en latin. Et Brantôme m'a dit d'une même ventrée dont la reine, leur mère, fut en grand danger de mort. Alors Jeanne, elle est mort-née. Elle va demeurer morte 6 heures dans son ventre, ce qui convainc de rompre une jambe pour sauver la dame. C'est-à-dire qu'on va vraiment, littéralement, arracher la jambe de la petite pour sortir cette gamine, pour pouvoir sauver la mère. Il est raconté que les chirurgiens ont été obligés d'extirper Victoire, la jumelle vivante, en découpant le corps de Jeanne. Pour vous dire la boucherie que ça peut être. À ce moment-là, les médecins, suite à la boucherie, vont dire à Catherine, il ne faut plus avoir d'enfants, c'est plus possible. Donc Victoire, elle, malgré le fait qu'elle est née, etc., elle va mourir 2 mois après. Voilà. Donc franchement, c'est une catastrophe, mais chacun des enfants a quelque chose. Alors après 10 enfants, aucun des 10 enfants du couple Henri II, Catherine de Médicis n'aura de descendance. Et ça va être la fin des Valois, et donc le début des Bourbons avec Henri IV. Voilà. Donc tout ça, c'était pour Catherine de Médicis. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, il y a d'autres sources aussi. Vous pouvez lire Catherine de Médicis chez Pygmalion de Jean-Pierre Poirier, ou le Catherine de Médicis de 1954 de Jacques Castelnau, ou encore le Lettre de Catherine de Médicis, je crois qu'il y a un tome, alors je ne sais pas si on le trouve encore, c'est de 1880, de Hector de la Ferrière. Alors, vous pouvez aussi vous renseigner sur beaucoup de choses, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties, notamment, alors je sais, c'est aussi pour le commun des mortels, mais ça peut être une bonne source, because c'est plus accessible. Vous avez par exemple le tome 4, je crois, qui est sorti chez Albin Michel de Stéphane Bern sur notamment Catherine de Médicis, voilà, suite à ses secrets d'histoire. On finit Catherine de Médicis. Tout à l'heure, je vous avais dit que elle avait une rivalité avec Diane de Poitiers, et je voudrais finir sur la rivalité de ces deux dames, qui sont en fait des dames de cœur. Puisque d'un côté, vous avez Catherine, de l'autre côté, vous avez Diane, qui était donc comtesse de Saint-Vallier, duchesse de Valentinois, qui fut surnommée la plus que reine. Ça pose bien ça pose sa position, puisque pendant plus de 20 ans, elle va être la favorite d'Henri II, malgré leurs différents âges. Alors, la perle de cette bataille entre ces deux femmes de dames de cœur, c'est Chenonceau, qui à l'époque n'avait pas été modélé par un monarque, mais par
Thomas Bohé, qui était un riche notable de l'époque, un maire de Tours, et qui avait voulu offrir ce morceau de château à sa femme, qui s'appelait Catherine. Il a été construit entre 1513 et 1521 sur les fondations d'un moulin. Et donc Chenonceau se dresse alors, à l'époque, sur l'eau du Cher, comme un palais vénitien, un peu comme un lointain écho de la Renaissance italienne. Alors, Bohé, qui a tenu les finances de l'armée de Louis XII et qui a aussi fréquenté des Vénitiens notamment, et qui a été notamment un qui s'appelait Gritti, qui avait été prisonnier des Français à Milan. La demeure n'est pas encore prolongée par ce fameux pont-galerie qu'on connaît maintenant, mais c'est tout juste magnifique. Alors il y a une alcôve italienne qui est célébrée par tout le monde, mais son propriétaire est criblé de dettes, il va être accusé de malversation, et en 1535, il est contraint de céder Chenonceau à François Ier, qui apprécie le domaine, parce qu'il y a des forêts d'Amboise pas loin, des forêts de Montrichard pas loin, et que lui, il adore chasser, et qu'il pourra prendre son temps là, et faire son passe-temps dans ce château. Mais c'est sous le règne, bien sûr, de Henri II, que Chenonceau va rentrer, bien sûr, dans la rivalité, et qui va être connu pour être le château des dames. Alors, c'est sûr que Diane de Poitiers va récupérer ce château-là. Et alors, les les misogynes de l'époque, on va dire, pour être sympa, qui n'aimait pas cette reine étrangère, qui l'a traitée de monstre machiavélique, venu d'Italie, vont se regarder ça avec une façon assez étrange, puisqu'en fait, en face, ils avaient celle qu'ils appelaient la catin avide de pouvoir et d'argent. Et ce domaine va échoir à Diane de Poitiers, qui va se le faire offrir, en fait. Il va lui offrir carrément Chenonceau en 1547. Alors, sur les cheminées et au plafond, si vous l'avez visité, on retrouve le monogramme du roi, c'est-à-dire les initiales enlacées de Henri et Catherine, H et C. Oui, comme tous les rois de France et toutes les reines, voilà. De façon tellement joliment agencée, ah l'amour quand tu nous tiens, qu'en fait, quand vous regardez, ça forme un D pour Diane. Ah oui, on n'est jamais... Voilà. Alors c'est un mariage à trois assez particulier, puisque tout le monde sait que Diane avait 19 ans de plus que Henri, que Diane, qui ne s'appelle pas Poitiers, hein, elle n'est pas originaire de la ville, parce qu'en fait elle vient d'une famille originaire du Dauphiné, elle est née en 1500, pile. Elle a été mariée à 15 ans à Louis de Brézé, qui était sénéchal de Normandie, qui avait 40 ans de plus qu'elle. Et elle va se retrouver assez vite veuve, puisqu'elle va se retrouver veuve à 1531 avec 2 filles. C'est une habile courtisane. Elle a assisté à la naissance d'Henri, le deuxième fils de François Ier de la reine Claude, et qu'elle a d'ailleurs même tenu dans ses bras quand il était tout petit. Elle va même consoler l'enfant, puisqu'elle va être sa gouvernante, qui est terrorisée, parce qu'on lui dit qu'il va être échangé comme otage à Madrid, etc. Et donc, il se peut à ce moment-là, comme Henri était orphelin de mère, qu'il était carrément pas du tout aimé, limite par son père, qu'il ait trouvé une tendresse particulière envers Diane, qui était sa gouvernante à l'époque, et qui va s'attacher à elle. Alors, il va montrer sa gratitude en 1531, parce que quand il est relâché par les Espagnols, le petit duc d'Orléans, puisqu'il a vraiment été terrorisé, donc du coup, elle était là pour le soutenir, il va publiquement désigner Diane de Poitiers comme sa dame de cœur. Il a 12 ans. Et donc la grande sénéchale de Normandie, comme l'appelle désormais en l'hommage de sa dignité à son veuvage, va entrer véritablement, va toujours dans la vie de Henri. En 1533, par exemple, elle est du voyage à Marseille pour que
Henri épouse Catherine. Les fêtes s'achèvent sur la consommation de mariage et évidemment ça va poser des problèmes. Simplement, Catherine et Diane sont apparentées. Elles sont cousines au 3e degré par la mère française de la petite Florentine, la fameuse Madeleine de la Tour d'Auvergne. Et leur position va changer en 1536 avec la mort du dauphin François de France, puisqu'en fait, comme on vous l'a dit, Catherine et Henri n'auraient jamais dû régner. Donc Henri aurait très bien pu continuer sa relation avec Diane, puisque en gros, comme ils n'étaient pas ni roi ni reine de France, voilà, c'était pas la première à être cocu, et c'était pas le premier à avoir une maîtresse, et en fait, en gros, ils s'en foutaient, parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire des descendances. Elle n'aurait pas été répudiée, parce qu'elle ne faisait pas de gosse avec Henri, si elle n'avait pas été reine de France. Ou pas beaucoup. Simplement, quand il va devenir héritier du trône, ils vont devenir amants quelques mois plus tard, en 1538. Et elle a 40 ans. Lui, il a à peine une toute petite vingtaine. Il est grand. C'est comme ça qu'on le décrit. Hein. Grand, athlétique, ombrageux, très aimé de sa jeune épouse, qui véritablement est tombée sous le charme d'Henri, qui était un fort beau garçon pour l'époque. Et qui n'était pas moche, Catherine, comme vous voyez les photos. Alors, il faut dire que Diane était quand même... Ouais, bon, enfin, elle avait 40 ans de plus, 30 ans de plus, 20 ans de plus, mais bon, voilà, elle avait la beauté de son âge. C'est comme ça, c'est-à-dire que elle se voit préférer Catherine, une femme qui a 20 ans de plus qu'elle. Alors vous imaginez bien, alors que voilà, elle a du mal à devenir maman. Les deux autres, ça batifole un peu de partout. Inutile de vous dire que ça jasait beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est pas facile et elle va ressasser sa haine. Elle dira d'ailleurs dans un courrier, jamais femme qui aimait son mari ne put aimer sa putain, vous m'étonnez. Alors, elle va avoir sa revanche, comme je vous l'ai dit, quand elle va mettre au monde son premier enfant. Et elle va lui en donner 9. L'autre, elle devait avoir un peu les glandes, parce que elle n'est pas répudiée. Donc, Henri n'abandonne pas sa favorite pour autant. Voilà. Et comme il déteste le scandale, un garçon, courage fouillon, il va décider que sa relation avec Diane va être discrète. Alors, les contemporains en parlaient un peu, mais pas beaucoup. Parce qu'il ne fallait pas se risquer à critiquer l'influence de la favorite, parce que son prestigieux amant, c'était le roi quand même, faut pas déconner. Et l'ambassadeur de Venise, qui va la décrire dans des termes peu flatteurs, quand même, il va dire d'elle, elle est laide et maigre, son visage est blême, son nez laid, sa bouche laide. Elle, prétend-il, tellement intime avec sa majesté le roi qu'elle s'ingère dans les affaires de l'État. Elle aurait en outre plus de pouvoir que la reine, et dans les couloirs du palais, on la surnomme d'ailleurs, Diane, la plus que reine. Alors, elles vont s'accommoder de ce ménage à trois, notamment Catherine, au point d'ailleurs de nommer Diane gouvernante des enfants royaux en 1546. Mais François Ier meurt après 32 ans de règne, Henri II est roi. Il récompense sa maîtresse en lui accordant le titre de duchesse de Valentinois et en lui offrant Chenonceau. Elle aura même droit d'ailleurs à une somme nécessaire à l'embellissement du domaine en reconnaissance des services qu'elle rend à sa très chère et très aimée compagne, la reine. Fous-toi de ma gueule. Voilà, alors elle va évidemment faire construire aussi Philibert Delorme, qui est l'architecte de la monarchie, qui avait déjà construit pour Diane le château d'Annay, restaure l'intérieur de la bâtisse, il va agrandir le jardin, il va contrer les crues de la rivière et faire surrelever le château comme un bastion militaire. Évidemment, il y a un labyrinthe de verdure, on va avoir des fruitiers, on va mettre des mûriers blancs pour l'élevage de vers à soie. Oui, la mode des bas en soie, c'était très répandu à l'époque. Et bref, l'architecte, à la demande de Diane, trace un pont à 5 arches qui prolonge donc le corridor intérieur du château jusqu'à l'autre rive du Cher, où se dresse un petit châtelet qui n'est plus maintenant, mais sur les anciens plans on le voit. Et la nuit, les fêtes sont somptueuses, on allume les parapets de flambeaux et le pont aérien fait quand même 60 mètres de long. Alors même si
Diane a toujours laissé son château empreinte de son élégance. Elle n'en a pas profité beaucoup, puisque quand le roi meurt en 1559, tué accidentellement dans un tournoi, c'est fini de la favorite. Et donc Catherine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère le château suite à l'accession de son fils au trône. Elle s'empare du château. Elle en rêvait depuis des lustres. Bah, tu m'étonnes, depuis Marseille, elle devait les avoir là. Mais magnanime quand même. Ah, bah, si, quand même. Ah, oui. Elle va lui donner le château de Chaumont-sur-Loire. En gros, tu me donnes, je prends Chenonceau, je te file Chaumont-sur-Loire, mais tu dégages surtout. Alors la favorite qui a atteint 60 ans à ce moment-là se retire quand même sur son château d'année et s'y éteint sans bruit en 1566. Et on va dire que, en gros, le château est le château de prédilection de Catherine, qui va devenir tout le temps à ce château-là. Comme quoi le château était bien celui des dames de cœur de Henri II. Comme quoi, la vengeance est un plat qui se mange froid, quoi. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi ce podcast et ou cette vidéo illustrée. Merci de mettre un commentaire ou un like ou n'importe quoi pour me prouver que mon petit travail de synthèse de tous mes petits documents vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. Mois prochain, Lucrèce Borgia. Encore... ça va être sulfureux, ça. Ah bah oui. Ah bah écoutez, hein, tant qu'à faire, tant qu'on s'amuse beaucoup. Allez, ciao.